Donc on va laisser le doyen Adama Sow se préparer pour sa keynote qui porte sur souveraineté informationnelle et démocratie, bâtir une réponse sénégalaise face aux ingérences du XXIe siècle. Je rappelle qu'il est consultant en communication et il a d'autres casquettes. Bien, Mais permettez-moi d'abord, mesdames et messieurs, de remercier Africtivist et ses partenaires. Le premier défi, je ne dis pas qu'il est insoluble, mais je pense qu'il doit être érigé sur les points d'attention prioritaires. Pourquoi ça va être difficile d'annihiler les FIMI dans la région sahélienne, dans notre pays, dans notre sous-région? Prenez l'exemple du Mali, prenez l'exemple du Sénégal. Le Mali touché au cœur, vraiment depuis quelques années. Je pense que le cas malien, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est réellement passé avec le FIMI au Mali. J'ai chahuté avec quelques amis, je pense, à Praia, à la conférence internationale de l'UNESCO il y a 15 jours, sur le syndrome des jeunes, des 4 jeunes, avec un drapeau russe autour des carrefours de Bamako. Personne n'a prêté attention à ces 4 jeunes qui portaient le drapeau russe. À chaque fois qu'il y avait manifestation, ils étaient au carrefour. Ça veut dire que ça, c'est des phénomènes, je pense, sur lesquels nous devons nous arrêter et voir comment ils évoluent. Des jeunes autour des carrefours portant des drapeaux russes jusqu'aux chaînes YouTube, pour le cas du Sénégal, avec des prêcheurs d'obédience salafiste, wahhabite, assumés et décomplexés. La difficulté pour nous aujourd'hui, si vous avez le temps, si vous êtes à Dakar, le week-end, sortez et faites juste le littoral. Traversez la plage Besseyao jusqu'à plage Maloudou à Guédiawaye et allez vers chez moi, vers Malika, et revenez sur la VDN 3. Visuellement, vous serez choqués. Et ce spectacle est valable partout dans tous les pays du Sahel. Cette jeunesse, dont l'image fait peur en termes de nombre, il faut le dire, il faut oser aussi le dire. Nous avons un sérieux problème, un préalable qu'il faut adresser ici. C'est cette jeunesse nombreuse, semi-éduquée ou analphabète, c'est selon, à cause justement des décrochages scolaires, des jeunes qui sont sortis directement du système coranique et jetés dans la rue, et qui sont aujourd'hui le problème numéro 1 de tous les gouvernements de nos pays sahéliens. Ce sont ces jeunes qui prennent chaque semaine, par centaines, les pirogues et qui veulent aller en Espagne ou en Europe. Je pense que ça, c'est un aspect comme point d'attention et d'analyse. Parce que ce sont ces jeunes, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les carrefours de Bamako, qu'on retrouve ici, en banlieue dakaroise, biberonnés par des pays, par une stratégie extrêmement pointue, insidieuse, qui est sous les radars depuis plus d'une vingtaine d'années, pour le cas du Sénégal. Excusez-moi, je vais parler de choses peut-être un peu sensibles sur le plan de notre société, parce qu'en tant qu'ancien journaliste, il m'est arrivé de faire une émission, quand j'étais à la RTS, à la télévision nationale, une émission qui s'appelait les femmes voilées.
des médias. Parce qu'à l'époque, il y avait deux dames, deux consoeurs à moi, qui étaient en télévision, et pour la première fois, on voyait dans le journal télévisé au Sénégal de présentatrices voilées. C'était un choc. Il y en avait deux, c'est Ourey Thiam et Ndeye Astou Gueye de Walfadjri. J'avais fait une émission, un débat sur ça, pour qu'on essaie de comprendre. Le voile qui sortait, on ne l'avait pas peut-être anticipé. Passez devant les lycées et les collèges au Sénégal aujourd'hui. Voyez même les photos des étudiants. Vous vous rendrez compte, sur 10 filles, l'une de mes filles est voilée. Hein. Je ne l'ai pas demandé pourquoi. Sur 10 filles, pratiquement les 7 sont voilées. La société sénégalaise se voile sans qu'on s'arrête. Pourquoi les filles aussi jeunes sont voilées? Et elles deviennent de plus en plus nombreuses. C'est ça que je dis, des effets souterrains du fait justement d'une catharisation en partie de la société sénégalaise. J'ajoute un peu à la, n'est-ce pas, au sujet, pour nous permettre aussi de voir des choses qu'on effleure, sur lesquelles on ne s'arrête pas, mais malheureusement, à la fin de la journée, qui préparent le terreau justement à ce que cette brillante étude a montré pour le cas du Sénégal. Pourtant, on cite beaucoup de puissances étrangères, entre guillemets, sur le FMI. Pour le cas du Sénégal, on oublie le Qatar. J'écrivais il y a quelques semaines disant que, avec le changement de régime politique au Sénégal, des fondations, par le biais de fondations, des autorités de ce pays ont été reçues au plus haut niveau au Sénégal. Moi, ça m'a fait sourire un peu parce que je me suis dit, voilà, là c'est, non seulement ils attrapent les jeunes dans les quartiers populaires par le biais des mosquées, des daras, maintenant, ils ont chopé la tête de l'autorité. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à ce niveau d'analyse de certains points d'attention sur les méthodes. Et c'est brillamment rendu par le rapport d'Afrique du West. Mais un autre phénomène, peut-être qui n'est pas assez documenté, en dehors de comment faire avec cette jeunesse aussi nombreuse, qui est la chair à canon du FMI. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les pays ont le même problème. Aujourd'hui, le Sénégal, sur la frontière avec le Mali, vers Kidira, Bakel, notre collègue Moundiaye, comment il s'appelle, de Tombouctou, Sam, professeur Sam, quand il a écrit papier il y a 4 mois, il s'est fait littéralement lyncher juste parce qu'il a documenté ce phénomène-là qui arrivait au Sénégal, qui arrive. Moi, récemment, j'étais dans cette zone pour voir comment les populations qui vivent à la frontière avec le Mali, comment ils sont impactés, notamment discutant avec les jeunes. On se rend compte que ce qui s'est passé au Mali est en train de se passer à Kidira et à Bakel, avec les mêmes méthodes. Je pense que, parce que les jeunes, dans les grandes places, là où ils boivent le café Touba, ils vendent les trucs dans les marchés, il faut discuter avec les jeunes. Vous percevez comment ils sont happés par les mêmes méthodes
qui sont arrivés au Burkina, au Mali, sont en train d'arriver au Sénégal. Plus maintenant, la menace intérieure, le terreau fertile intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure, aller en banlieue. Aujourd'hui, l'imam, pour être imam dans une mosquée au Sénégal, c'est un phénomène qui a muté, monsieur le directeur. Pourquoi les gens se battent maintenant jusqu'au couteau pour diriger les mosquées au Sénégal? Pourquoi? Personne n'a vu la mutation, comment les mosquées dans les quartiers populaires ont été utilisées justement avec une approche extrêmement pointue, sophistiquée, discrète, mais qui a fini par happer l'un des piliers de la stabilité du Sénégal. C'est sa pratique religieuse. La plupart des mosquées au Sénégal, en tout cas dans les centres urbains et périurbains, sont en train de basculer vers des influences extrémistes. Ce n'est pas assez documenté, ça aussi. Et ça, il faut identifier les mécanismes, en identifier les auteurs, comme d'ailleurs le rapport l'a fait. Moi, je donne juste des éléments qui peuvent peut-être corroborer ou venir en appoint sur ce que Aïcha et activistes ont fait. Un autre défi, avant de venir sur le thème que je dois développer, moi, quand j'ai travaillé à la CDP, j'ai l'autorité de régulation de la protection des données pendant 8 ans. J'ai eu la chance d'être le point focal des GAFAM ici. Meta, TikTok, tout le monde. J'étais leur interlocuteur ici. J'ai eu la chance d'en apprendre dans les pratiques. Mais étant à la CDP aussi, j'ai découvert quelque chose, et je parle sous le contrôle de mon président Ababacar Diop, qui faisait partie de la session plénière, c'est-à-dire le conseil d'administration qui administrait la CDP. Il y a une ingérence institutionnelle aussi insidieuse que celle dont j'ai parlé en citant le Qatar tout à l'heure. Qatar, Arabie Saoudite, etc. Moi, j'étais choqué, vraiment. Alors que nous, on s'occupait de protection des données personnelles. Quand nous allons travailler avec nos amis de la cybersécurité, vraiment, qu'on retrouve que dans chaque direction, il y avait le directeur sénégalais, mais avec son contrepart qui est étranger, qui est d'une nationalité occidentale, au cœur même du système de sécurité sénégalais. On les appelait des assistants techniques. Moi, en observant ces phénomènes-là un peu partout, sur toutes les échelles, j'ai vu qu'en réalité, avec l'histoire des cartes numérisées malaisiennes, la Malaisie est venue nous pomper toutes nos données, est partie. Les Chinois, Huawei, est venu pomper nos données et partir avec. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une vulnérabilité incroyable de ce point de vue. Parce que des secteurs clés ont été happés par des corps étrangers. Je disais au ministre de l'Éducation nationale, cette ingérence institutionnelle, il faut que vous arrêtiez d'accepter les dons de salles informatiques à installer par les multinationales et certains généreux donateurs. Parce que, c'est-à-dire que je ne comprends même pas le manque de vigilance de nos autorités. Un ami à nous
travaille sur la cybersécurité, a alerté il y a quelques années, au temps de Macky Sall, quand une entreprise chinoise a équipé le Conseil des ministres au Palais de la République du Sénégal en terminaux électroniques. Il a dit qu'il faut rendre aux gens ce don-là, parce que si le palais, le ministre, le gouvernement utilisent ces terminaux, ils sont eux-mêmes des chevaux de Troie d'une ingérence qui est un peu plus, qui peut mettre en péril les données gouvernementales et nationales. C'est pour dire que la thématique que Afrikivist a mis sur la table est bien documentée dans son étude, peut être, je pense, à mon avis, aussi affinée sur des éléments qui sont de contexte, qui rendent la tâche un peu plus difficile. Il y a un aspect dont peut-être Aïcha n'a pas parlé, mais qui rend aujourd'hui la lutte contre l'ingérence informationnelle plus compliquée. C'est ce qui s'est passé le 20 janvier 2025. Le monde a eu un point de bascule, c'était le jour de l'investiture de Trump. Dans la photo de l'investiture de Trump, il y avait qui? Tous les patrons des plateformes digitales qui gouvernent le monde numérique ont fait acte d'allégeance à Trump en annonçant même la veille et le jour même qu'ils optaient pour la dérégulation. Je pense que cette annonce assumée des patrons de Meta, de X, entre autres, de Google, n'ont pas trop attiré l'attention. Parce que pour la première fois, les plateformes sur lesquelles, justement, qui sont le support de ces formes d'ingérence, ont dit qu'ils assument maintenant un choix, à la limite idéologique, de déréguler la modération des plateformes. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, je pense, n'ont pas été encore documentées parce que peut-être c'est récent et les gens pensent que c'était... Mais je pense que nous serons naïfs dans le cadre africain de ne pas prendre cet aspect comme une menace aussi. Je vais terminer sur ce défi avant d'entrer sur le cadre du Sénégal. Le FIMI, je pense que c'est un excellent concept. Et moi, j'ai eu la chance de lire l'étude d'Afrikivist. Mais ce document-là, je rejoins le plaidoyer, monsieur le directeur. Je pense qu'il faut systématiquement le disséminer. Il faut vraiment faire un programme de dissémination, même décliné en langue nationale, s'il le faut, pour que les Sénégalais se réveillent un peu. Autant au plus haut niveau de l'État, je pense qu'il faut un plaidoyer. Il faut même faire une audition, demander à l'Assemblée nationale qu'Afrikivist et ses partenaires soient auditionnés à l'Assemblée nationale par la Commission des lois et la Commission des affaires étrangères, en intercommission, et c'est possible. Parce que c'est très important pour que les gens accèdent au contenu de ce rapport. Il ne faut pas qu'il reste un rapport dans les tiroirs, un rapport de plus. Parce que le Sénégal est vraiment à la croisée des chemins depuis quelques mois, si on se dit la vérité. Le cocktail, il est sur place depuis longtemps, contrairement à ce que l'on pense. On a toujours chanté que le Sénégal est un pays stable, mais
Pendant ce temps, il y a eu des forces souterraines qui travaillaient sur la société, sur des aspects sensibles, socio-religieux notamment et culturels, qui ont fini par polariser le Sénégal et rendre le Sénégal radical sur certaines questions. La preuve, le plus grand cinéaste africain, jusqu'à présent, il est des Sénégalais, c'est Sembène Ousmane. Sembène Ousmane, dans les années 70, a sorti un film qui s'appelle Khala. Dans ce film, il y a un rôle, un second rôle, dans le film de Sembène, dans les années 70, Khala. Pour vous montrer comment le Sénégal est passé d'une société ouverte, tolérante, jusqu'à mettre dans des films, à la télé, au cinéma, des rôles assignés à des personnes LGBT. Parce que la société sénégalaise leur avait assigné un rôle accepté et assumé par tout le monde, par la société sénégalaise. En 2025, cette société dont décrivait, que montrait Ousmane Sembène dans Khala, est devenue une autre société. La société sénégalaise s'est radicalisée ces dernières années. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est l'effet justement du FIMI qui a fini de radicaliser des pans entiers du Sénégal sur les aspects les plus sensibles, c'est les aspects religieux. C'est pourquoi l'intolérance, il y a des mouvements qui sont créés contre les LGBT, contre la loi, il faut criminaliser, etc. Tout ça, c'est venu, c'est des phénomènes, comme on dit, comme je dis, qui sont souvent sous les radars, que les gens ne se documentent pas. Comment on est venu du film Khala à des mouvements associatifs, publics, qui menacent quiconque va aller à l'encontre de leur désir de criminaliser telle ou telle pratique. Attention, la société sénégalaise risque de perdre beaucoup d'acquis de ce point de vue-là. Ce qui est une conséquence, c'est un effet des choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Ma plus grande inquiétude aujourd'hui, le droit des femmes. Mais il y a un débat, récemment d'ailleurs le dernier en date, et les dames sénégalaises qui sont là peuvent le confirmer. Moi j'ai attiré l'attention que ce qui paraît être un des acquis sur la promotion des droits des femmes, le Sénégal peut surprendre le monde en faisant comme Trump, en revenant sur des acquis des femmes. Ça ne me surprendrait pas. La parité est une loi votée depuis 2010. C'était une fierté sénégalaise. On était vraiment presque en l'avant-garde en avance. Nous sommes en train de perdre pied sur la parité. Et c'est assumé politiquement aujourd'hui. C'est assumé. Ça, c'est un vrai problème dont on ne parle pas. Le gouvernement est à fond sur la question de la parité. Ils ne veulent même pas que le sujet, la question leur soit posée. On est en train de perdre des acquis sur des choses, sur des fondamentaux sociétaux qui ont fait la particularité de la société sénégalaise avec tous ces nouveaux phénomènes de radicalité au pluriel. Pour moi, le FIMI au Sénégal, pour moi, c'est justement l'exaversation, comme on dit, de ces radicalités. C'est pourquoi une première recommandation à Africtiviste, je pense qu'il faut adopter le concept et la démarche européenne.
Moi, j'ai eu la chance récemment, il y a 3 mois, je pense, je travaille un peu avec des experts de l'Union européenne, du Centre des menaces hybrides qui se trouve en Finlande, qui font un travail extrêmement pointu et remarquable. Eux, ils ne parlent pas peut-être de chimie, ils parlent de menaces hybrides. Je pense qu'il faut élargir à ça. Au moment où on parle, pourquoi aujourd'hui parler de menaces hybrides aussi devient pertinent? Au moment où je vous parle, on est là. L'un des services les plus importants de l'économie sénégalaise est bloqué depuis une semaine. C'est la direction générale des impôts et des domaines qui gère les recettes de l'État, les trucs, les impôts. Depuis une semaine, bloqué, blackout. Le Sénégal a subi depuis début 2025 plus d'1 millier d'attaques venues de l'extérieur. Parce que moi, quand on a attaqué la partie médias, les plus grands médias sénégalais, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai fait le tour. Les banques, quand Sénéweb a eu cette attaque qui nous avait choqués, je me suis déplacé, je suis allé voir mes jeunes frères de Sénéweb pour vraiment quand même compatir et voir. Et quand ils m'ont montré d'ailleurs, eux, avec leurs partenaires à l'étranger, aux États-Unis, comment ils ont documenté les attaques en cours, dont eux-mêmes ils étaient victimes, moi j'étais totalement effaré. Je ne savais pas qu'il y avait une si grande ampleur d'attaques sur le Sénégal, de diverses formes. Donc, on en avait dénombré 1000. Et ce que je dis, ça fait 3 mois maintenant. Avant même, cette semaine, ce qui est arrivé à la DGID, la Direction Générale des Impôts, le gouvernement ne communique pas pour le moment sur ça. C'est des sujets sensibles. On ne sait pas. Bon, il y a un groupe qui a revendiqué ça. Toutes les données personnelles, les données financières du Sénégal ont été hackées. Ils ont publié sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui. C'est pour juste vous dire que je pense que les défis sont multiformes ici. Et l'une des dernières initiatives qui nous touche, c'est le fameux programme russe, le dernier là, African Initiative. Je pense que les gens vigilants comme Aïcha ou Ablaï ou Sow, d'article 19, vous avez dû peut-être commencer à voir cette affaire-là. L'African Initiative. C'est le dernier palier, c'est la dernière séquence de sophistication de l'ingérence russe dans le Sahel, qui a touché le Sénégal, d'ailleurs, comme effectivement l'étude l'a brillamment montré. Mais je termine avant d'entrer dans la souveraineté informationnelle du Sénégal sur les 2 paliers. Il y a des pays dont le travail est documenté, précisé un peu partout, mais il y a d'autres pays qui sont dans une zone d'ombre, mais dont le travail d'influence et des méthodes et les mécanismes d'ingérence ne sont pas encore bien documentés. Je reviens au cas du Qatar. Quand on parle du Sénégal, on ne pense pas au Qatar forcément. Mais je pense que j'aimerais juste faire une répétition. La Chine, c'est connu. La Russie, c'est affiné. Moi, en tant que conseiller, à un moment donné, de la première société de production audiovisuelle qui fait les séries sénégalaises, Marodi,
on avait fait une série qui avait fait beaucoup de bruit, qui a été censurée. La première série censurée au Sénégal s'appelait Rebelle. Elle devait sortir il y a 2 ans. Dans la série, le problème qu'il y avait, et les services de sécurité de l'État ont fait une descente à Marodi. Moi, j'y étais. Nous avons tenu une cérémonie au Novotel pour en parler du film, de la série, avec les acteurs, les médias. Les sécurités de l'État sont venues nous sortir, arrêter là, au Novotel. Pourquoi? Cette série n'a jamais vu le jour. Mais moi, j'étais là-dedans, j'ai vu de quoi il s'agissait, cette série. Mais ce qu'ils nous ont reproché, c'est la présence d'acteurs russes, de la Russie dans la série. Avec mon ami Mas, directeur de Marodi, après un débrief, on s'est dit, excusez-moi du terme, merde. Mais c'est vrai qu'on s'est fait littéralement avoir sans s'en rendre compte. Mais c'était tellement... Marodi n'avait pas les moyens de comprendre l'approche qui a fait faire mettre dans le scénario un rôle pour les Russes, deux Russes, au centre de la série Rebelle. Moi, après, c'est là où je dis qu'en fait, nous sommes vigilants peut-être, mais il y a des choses qui passent sous notre nez, qu'on ne regarde pas assez, mais qui, quand ils émergent, on comprend qu'on s'est fait avoir. Et c'est ce qui s'est littéralement passé avec cette série, qui est jusqu'à ce jour, en tout cas, interdite de diffusion au Sénégal. Si vous entrez sur Google, vous entrez série Rebelle de Marodi, vous verrez toute la polémique, tout le problème. Maintenant, le cas du Sénégal dans la souveraineté informationnelle, c'est que le problème, c'est qu'on est victime, pour résumer, je l'ai assez illustré, d'une manipulation qui est devenue systématique et systémique. Le Sénégal, effectivement, c'est vrai que c'est bien revenu dans le document d'Africtiviste. C'est en 2019 qu'on s'est réveillé. Effectivement, on s'est réveillé brutalement. Parce que nous-mêmes, des médias, c'est venu de nous. Avec un papier qu'on a reçu, montrant que le Sénégal était sous attaque en vue des élections de février 2019. Avec des campagnes extrêmement pensées de l'extérieur, l'affaire Tuel-OL, là, avec Sonko, l'affaire de BBC avec Petro-Tim, et les faux comptes qui ont été signalés, les signalements sur Facebook, c'est là le point de départ de la compréhension, en tout cas, qu'on avait de la manipulation dont le Sénégal était victime. Je pense que c'est documenté dans l'étude de Africtiviste. Mais à l'époque, on disait que ça venait juste de la Russie, avec les usines de trolls de Saint-Pétersbourg, qui ont inondé le Mali, le Sénégal, Centrafrique, entre autres pays. Donc, c'est là où on a attiré l'attention de Meta, Facebook, pour supprimer quand même les réseaux de faux comptes, qui faisaient vraiment beaucoup de dégâts à l'époque au Sénégal. Mais le Sénégal, comme les autres pays, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau, a connu une évolution dans les méthodes de la manipulation systémique depuis 2019. C'est que les gens
sont passés au bout et au faux compte sur Twitter. Twitter a fait beaucoup de mal lors des dernières élections au Sénégal. 2019, c'était un peu archaïque. 2022, 2024, les mécanismes ont changé, les supports aussi ont évolué. X a fait beaucoup de dégâts lors des élections de 2022 et de 2024. Et la société sénégalaise s'est polarisée entre 2021 et 2024. Le Sénégal, en fait, a basculé en 2021. Et ça a encore ouvert des boulevards d'ingérence d'un peu partout. Les pays du Moyen-Orient ont pensé que leur heure était venue maintenant de sortir du souterrain parce que le nouveau projet politique qui émergeait au Sénégal, porté par Ousmane Sonko, peut-être était plus favorable pour eux. Les pays arabes, les pays dits musulmans, qui travaillaient dans les quartiers populaires, dans les mosquées, etc., ont eu un discours décomplexé. Résultat, on a eu par YouTube l'avènement d'une centaine de chaînes YouTube très islamisées. Il y a même aujourd'hui des imams qui sont devenus des stars sur YouTube. Et c'est cette période-là, ce boulevard de 2021 qui s'est ouvert et qui a décomplexé tout ça. Finalement, YouTube est devenu aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais l'une des sources de clivage de la société sénégalaise. YouTube utilisé en langue nationale, pas en français. Parce que revenons à mon hypothèse de départ, le premier défi, c'est que 60% des Sénégalais sont très jeunes, sont moins de 25 ans. Et la plupart ne sont pas dans le système éducatif formel aussi. Ça, on a tendance à l'oublier. L'USAID avait fait une étude, je pense que Silla, vous étiez au courant de ça il y a 4 ans, ils ont publié des données, ils ont dit qu'il y a plus de 2 millions, je pense, de jeunes Sénégalais en âge d'être à l'école qui sont hors du système éducatif. Où sont ces 2 300 000? Ils sont devenus plus nombreux aujourd'hui. Regardez les phénomènes de lutte au Sénégal, les écuries de lutte. Si vous allez là-bas les jours ordinaires chez Balagaï, chez Emerson, j'ai vu la France changer un peu d'approche en approchant ce milieu-là, qui est un milieu pertinent et d'analyse de ces phénomènes-là. Ce qu'on appelle les écuries de lutte, ce n'est pas le lutteur lui-même, mais il a tous les jeunes de banlieue qui ne travaillent pas, qui sont dans la précarité, qui vivent dans les quartiers populaires, ils viennent en fait physiquement chez le lutteur et autour du lutteur tous les jours. Et quand il y a un événement sportif, le lutteur doit... Mais il faut voir, il marche de la banlieue jusqu'à Dakar. Et maintenant, les Dakarois n'osent pas sortir. Il y a des signalements de sécurité quand il y a un combat de lutte. Donc, c'est cette force de 60% de la population aujourd'hui qui deviennent à la fois un problème, mais l'autre problème que ça pose, c'est que ce n'est pas assez documenté aussi c'est par là où passe aussi beaucoup d'influence qu'on ne voit pas. C'est pourquoi le Sénégal aujourd'hui, il doit construire une stratégie ambitieuse et réaliste. Je pense qu'il y a des acquis. Aïcha a parlé de la CDP, c'est vrai, moi j'y ai travaillé, je sais qu'elle est capable d'aider, mais elle n'est pas seule. Il y a aussi le projet du ministère de la Communication, représenté ici par mon ancien collègue, effectivement, qui a dit tout à l'heure d'ailleurs que, je pense, l'un des projets phares Kanouté, c'est le changement du statut et des missions du régulateur des contenus au Sénégal. Le CNRA aujourd'hui va passer à ARCA, c'est ça? Et que maintenant, il y aura une nouvelle loi
de régulation des plateformes digitales au Sénégal. N'est-ce pas? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est adopté, le texte est en cours, n'est-ce pas, d'élaboration. Moi, j'ai assisté à 1 ou 2 réunions au départ. Je sais qu'il y a un groupe de juristes qui est en train de finaliser au niveau du ministère de la Communication un projet de loi pour réguler les plateformes digitales. N'est-ce pas, directeur? Je pense que ça peut être un travail sur lequel, je pense, une entité comme Africtivist et ses partenaires doivent être associés. Et ça, je fais un plaidoyer pour que vraiment vous associez les partenaires et Africtivistes avant la finalisation de ce document. Parce qu'il va faire beaucoup de bruit quand il va sortir. Mais je pense que le Sénégal doit s'inspirer du Nigeria, qui, quand même, après avoir recensé plus de 3000 cas de désinformation lors de leur fameuse élection de 2022, où effectivement, ça a été un wake-up call aussi pour eux, ils ont créé une task force multi-spécialité, pour voir comment mettre en place un dispositif commun pour faire face aux ingérences étrangères. Et deuxième chose que le Sénégal peut faire, c'est de travailler sur la résilience citoyenne. Le péril jeune est le premier défi à adresser de ce point de vue. Il faut non seulement introduire, c'est vrai, comme l'étude l'a recommandé, ce qui est fort et qu'on reprend, des modules d'éducation aux médias dès le collège, le lycée, etc. Comme en Finlande. La Finlande est un bon cadre d'école qui peut inspirer des pays comme le Sénégal sur cette affaire. Mais la majorité des jeunes Sénégalais là, qui prennent les pirogues et qui sont dans les cadres, qui sont les plus nombreux dans la population, ne sont pas dans le système éducatif. Ils ne parlent pas français, ils ne lisent pas français. Comment aller les chercher? Je pense qu'une task force pluridisciplinaire, voir ce que ça a donné au Nigeria, comment c'est constitué, comment ils ont réussi ça, je pense que le Sénégal doit le faire. C'est la somme. Je pense que vous devez réfléchir au niveau d'Africativiste et d'article 19 pour documenter l'expérience de la task force nigérienne et pour voir comment le Sénégal peut dupliquer ça. Le renforcement institutionnel, comme je l'ai dit, la résilience citoyenne, aussi, je vais terminer sur ça. Le problème qu'on a au Sénégal, ce n'est pas la désinformation, c'est la mésinformation. Je l'ai constaté au Burkina, lors de mon dernier voyage, au Mali, au Tchad, au Niger, un peu moins en Côte d'Ivoire. WhatsApp, l'usage de WhatsApp et de TikTok ont changé. La mésinformation, le drame qu'on a, comme la plupart des populations ne sont pas éduquées, et culturellement, chacun de nous est au moins dans 10 groupes Aïcha, WhatsApp imposés. Le groupe WhatsApp de la famille elle-même, la famille directe, quelqu'un de la famille s'est levé un jour et crée un groupe WhatsApp, il dit non, vous êtes la famille, non? Oh mais, le groupe WhatsApp de la Daïra, nous tous nous avons nos Daïra, nos confréries là, avec nos marabouts, on crée des groupes WhatsApp de notre confrérie. On nous met dans des groupes WhatsApp des anciens de l'école, de la fosse, des sortants de tel, promotionnaires de je ne sais quoi, les amis, tout ça là. Les groupes WhatsApp constituent aujourd'hui la principale source de mésinformation, en tout cas dans les pays que moi j'ai documentés. Et le plus grand mal, quotidiennement, passe par ça. WhatsApp, je pense que doit être adressé. TikTok aujourd'hui,
C'est le problème numéro un. Je pense que tous les spécialistes de l'éducation numérique, on le dit tout le temps, TikTok est devenu un problème qu'il faut adresser comme la France l'a fait il y a 15 jours. Il y a un rapport parlementaire sur TikTok. Est-ce que quelqu'un l'a lu ici? Il faut le lire. Il faut qu'on adresse la question de TikTok parce que c'est en train de crétiniser les jeunes africains, de déstructurer la société littéralement, et de faire pire que les FIMI là, dont on discute dans ces méthodes traditionnelles. Parce que les gens ont changé de support et TikTok est beaucoup plus utilisé, par exemple, sur le plan religieux dont je parlais pour le cas du Sénégal. C'est en train de glisser de YouTube à TikTok maintenant, les prêches radicales. Et ça impacte beaucoup. Donc je pense que moi je voudrais juste proposer qu'il y ait un pacte porté par activistes, un pacte national pour la souveraineté informationnelle. Le Sénégal aime bien le mot maintenant souveraineté depuis l'arrivée du nouveau pouvoir. Il croit beaucoup, il porte la souveraineté comme quelque chose de très fort. C'est pourquoi il faut prendre les nouvelles autorités sénégalaises au mot. Il faut aussi travailler sur la souveraineté informationnelle. Et cette initiative, ce pacte national doit être initié par la société civile, par le biais peut-être d'Africtivis et ses partenaires, mais qui va être porté par l'État, les médias, évidemment la société civile, le secteur privé et surtout les organisations de jeunesse. Pour moi, sans une réflexion, une imagination, à l'instar du Nigeria qui a fait un pas, il nous faut inventer des dispositifs pour comprendre tous les défis, mais surtout les évolutions rapides des mécanismes et des méthodes d'ingérence. Ça aussi, je pense, ça mérite du monitoring. Et la suite, pour moi, chers partenaires d'Africtivistes, c'est de consolider le travail qui est fait, dissémination, mais aussi peut-être donner les moyens à Africtivistes et ses partenaires à mettre en place un dispositif de monitoring. C'est ça qui nous manque. Moi, je documente seul. D'autres le font parce qu'ils travaillent sur le sujet, on travaille sur le sujet, mais il faut un dispositif fort, crédible pour le monitoring parce que les mécanismes et les formes d'ingérence changent pratiquement 1 mois sur 2. Et si on y prend garde, nos recommandations peuvent être obsolètes dans 3 mois ou dépassées dans 3 mois. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu trop long par rapport au temps imparti. Je vous remercie.